Oui, bonjour Monsieur Robert. Oui, Oui, bonjour. Merci d'abord pour votre disponibilité pour la radio au vu des Lumières. oui, Euh, tout à fait. Vous avez un petit peu de temps à nous consacrer? Quoi? Vous avez un petit peu de temps à nous consacrer? Oui, oui, oui. D'accord. D'abord, je voudrais savoir votre sentiment à chaud sur la rencontre d'hier, puisqu'on savait que vous étiez dans les tribunes du Parc des Princes. Alors, moi, c'était notre chose hier. C'était vraiment le match que je m'attendais. Mhm. J'étais, j'étais dimanche à un plateau avec Yvan avec Bénézé et je lui dis que selon moi, ils avaient une bonne occasion pour sortir du Parc des Princes avec un point parce que en connaissant un petit peu comment qu'on pouvait changer la compo, qui aurait manqué, il faut bien sûr faire remonter, c'était sûr. Puis, on pouvait imaginer déjà des changements de composition. C'était plutôt logique que Paris aurait eu des difficultés. Et parce que, bon, il est mieux, quand il n'y a pas les trois milieux titulaires, on n'a jamais vu un très bon match de Paris. Et dans la construction des joueurs, dans la construction du jeu, c'était plutôt très, on peut dire, il n'y avait pas trop de vitesse, il n'y avait pas trop d'idées, il n'y avait que des ballons à passer au-delà de la défense, sans vraiment chercher une construction des jeux. Mais on ne peut pas dire d'être déçu parce que c'était vraiment le match qu'il fallait s'attendre par une équipe qui est à la fin de la saison, qui a presque plus d'essence dans les jambes et dans la tête, avec un titre de champion qui doit seulement être fêté. Et parce que pour les gagner, les temps, c'est déjà arrivé, je pense. Justement, est-ce qu'on peut pas avoir des craintes pour le match de dimanche? Mais des craintes, dans la dynamique sportive, c'est sûr que Sochaux a plus des choses à chercher dans ce match. Et Paris, moins une crainte. Je pense que même si Paris avait des choses à se jouer, vraiment, c'est-à-dire que c'était un match avec Monaco à pas 10 points, mais à 4-5, ça serait difficile parce que la dynamique sportive de ce choc, c'est très bon dans ces dernières semaines, à domicile surtout. On a vu ce qu'ils ont fait à Reims la semaine dernière. Et c'est toujours compliqué de jouer contre une équipe qui lutte pour le maintien. Et ce choc, c'est l'équipe qui, dans les derniers mois, entre les dernières 7-8 du classement, c'est celle qui propose un jeu, un outil et des joueurs qui sont capables de faire quelque chose. Alors, oui, on peut craindre, mais c'est normal pour qu'est-ce que ce choix est en train de montrer dernièrement. C'est pas seulement pour ce qu'on a vu hier. Donc là, vous soulignez en fait l'importance du but de Blaise Matuidi, en fait. Mais oui, mais là, c'est-à-dire, moi j'étais en train de décrire mon papier pour tout le sport et moi je m'attendais presque plus à voir le but de Matuidi parce que c'était pas le moment. Il y a certains matchs où tu vois qu'il peut encore se passer quelque chose et là, ça semblait plutôt terminé déjà. C'est très important le but de Matuidi parce que il permet d'avoir des résultats encore, de pouvoir gagner les titres même sans jouer. C'est presque impossible de voir Monaco qui chute à Ajaccio. Mais c'est vraiment un but qui donne une énorme possibilité à Paris de gagner les titres soit dimanche ou soit dans les prochaines semaines sans presque plus jouer. Je pense que si Paris fait, si Laurent Blanc fait comme Mourinho qui fait jouer les réserves ou la CFA, d'ici à la fin de la saison, Paris peut quand même gagner le titre. D'accord. On vous a pas entendu sur l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui vous dites a donné un sérieux coup sur la tête au Paris Saint-Germain. Quel est votre sentiment, vous, sur cette élimination?
J'étais plutôt déçu. J'étais plutôt déçu de voir un Paris Saint-Germain éliminé parce que je ne m'attendais pas à ça au début, à la veille. Je ne m'attendais pas de voir un Paris Saint-Germain qui sortait, c'est la première chose, qui sortait la Ligue Champion. Deuxième chose, je ne m'attendais pas à voir un Paris Saint-Germain si arrogant. C'est parce que on l'a vu hier, on l'a vu avec les demi-finales, on l'a vu avec le match de Chelsea à Madrid, avec le match du Real. Dans certains matchs, on peut jouer pour ne pas perdre, on peut jouer pour défendre, et peut-être qu'on arrive aussi à gagner. C'était l'idée meilleure, selon moi, pour sortir de Stamford Bridge avec la qualification de demi-finale. Aller jouer là-bas pour ne pas perdre. Paris allait jouer là-bas pour imposer son jeu, au moins dans le discours du coach et dans le discours que le coach avait fait aux joueurs, parce que ça c'est vrai. Et en faisant comme ça, il a pris un risque très grand. C'est sûr que si Paris gagnait ce match, ça pouvait être la consacration européenne de Paris, aller s'imposer à Chelsea, parce que ça c'était l'idée. Au contraire, on a découvert une faiblesse, surtout au niveau mental du Paris Saint-Germain, et qui on ne s'attendait pas, parce qu'on n'a jamais vu Paris affronter certains adversaires, forts physiquement, forts tactiquement, forts mentalement. Ça, c'est vraiment une grosse déception. Et je pense que Laurent Blanc a fait une énorme chose cette saison. Là, peut-être, c'est les seules erreurs qu'on peut faire à Laurent Blanc cette saison, c'est ce match de Chelsea. Et parce que c'est un match que Paris devait aller jouer pour ne pas perdre et pas pour gagner. Justement, est-ce que vous êtes comme tous vos confrères, vous pointez du doigt Laurent Blanc, ou est-ce que c'est l'équipe qui a eu peur ou qui a manqué d'expérience? Mais alors, les discours tactiques de Blanc, ça pouvait tenir, mais c'est-à-dire, si l'équipe, les discours de Blanc pouvaient tenir si l'équipe avait une autre expérience. Mais il faut être honnête, c'est certains joueurs comme Marco Verratti et Matuidi sont la deuxième Ligue des Champions. Et il avait joué un match, et puis je pense on allait aller l'autre retour un quart de finale de leur carrière, non deux, parce qu'il y avait aussi le match aller de Chelsea, mais c'est-à-dire qu'il avait joué un match contre Barça, les deux, et un match à l'aller contre Chelsea. C'est pas l'expérience nécessaire pour gérer qu'est-ce qu'il avait en face, c'est-à-dire un stade qui est trop long, un coach qui est un des meilleurs praticiens du monde, et surtout un motivateur qui avait surchargé l'ambiance Chelsea et avait préparé une guerre. Alors, quand tu sais ça, si tu as cette cognition de qu'est-ce que tu as en face de toi, tu peux organiser différemment la tactique. Pour ça, c'est l'erreur de Laurent Blanc. Après, il a de bons joueurs, il a des joueurs qui sont joués au football, il a préféré choisir des joueurs au football, et les joueurs ne sont pas réussis à gérer leur niveau habituel. Alors oui, il y a aussi une erreur de partie de certains joueurs, de l'équipe, Cavani est passé à côté de son match, ok, mais les premières erreurs, selon moi, c'est Laurent Blanc, qui, je répète, a fait une énorme saison comme entraîneur. Il a bien géré plusieurs choses sur cette situation. Je ne suis pas convaincu qu'il a fait des bons choix. Est-ce que c'est pas aussi l'absence de Zlatan Ibrahimovic qui a aussi apporté des difficultés, puisqu'on ne reconnaît plus vraiment l'équipe aujourd'hui sans son maître à jouer? Alors, c'est sûr qu'Ibrahimovic, c'est un joueur cadre de cette équipe, mais il faut bien analyser les trois matchs
ça devenait un match très très difficile même avec Zlatan. Lyon, c'était un match où les joueurs étaient vraiment épuisés à niveau physique, à niveau mental, il y avait la déception et c'était pas vraiment la faute, et même avec Zlatan, rien changé. Avec Diane, là peut-être qu'on voit que c'est un match qu'avec Zlatan, tu allais le plier dans 2 minutes, mais avec Diane, manquait Zlatan et manquait Ibrahimovic et manquait Thiago Motta aussi. Ça veut dire que 2 des 3 joueurs 4, parce que les 4 sont Thiago Silva, Thiago Motta, Ibrahimovic, et les autres sont des bons joueurs, mais ne sont pas des joueurs 4, 102 sur 3, et avec une Thiago Silva qui est négatif, là, tu as eu une équipe avec presque 0 cadre sur le terrain. Et là, tu as vu vraiment qu'il manquait tout. Manquait vraiment tout au Paris Saint-Germain contre Lyon. Ce n'était pas le Paris Saint-Germain, c'était un autre équipe. Effectivement. Thiago Motta et Thiago Silva ont pointé du doigt, ont envoyé plutôt un message aux dirigeants en disant qu'il fallait de l'expérience au milieu de terrain. On sait qu'on pointe des joueurs comme Eden Hazard, Pogba ou encore Pjanic. Est-ce qu'on peut penser que le Paris Saint-Germain peut recruter des joueurs comme ceci? Mais, alors, première chose, le discours c'est plus général. Parce que quand Thiago Motta a dit qu'il faut de la concurrence, il dit peut-être quelqu'un qui prend ma place, mais je ne suis pas sûr qu'il parle de la concurrence au milieu. Je pense qu'ils mettent soi-même en premier pour expliquer que c'est un message général. On l'avait compris. Parce que il ne veut pas dire on a besoin d'un autre milieu, d'un milieu avec une expérience, et puis on a besoin de plus de joueurs. Car aussi, comme moi j'ai parlé avec lui hier après le match, et il a dit, en parlant des déclarations de Thiago Motta, il dit c'est pas au milieu, c'est pas à la place de Thiago Motta qu'il faut de la concurrence, le rôle sont des autres. Je pense que le fait que les deux ont parlé du milieu, c'est vraiment pour faire un exemple où il y a déjà des rôles, des joueurs forts pour pointer les doigts ailleurs. Mais quand même, c'est sûr que n'importe quel joueur d'expérience, mais d'expérience qui arrive, peut apporter des choses. Pjanic a l'expérience de Ligue des Champions, oui, ça n'a pas une expérience de gagneur de Ligue des Champions. Pogba, quand même, a plus d'expérience, mais Pogba a la même expérience que Matuidi Evra en Ligue des Champions, mais elle n'a pas beaucoup plus. Il faudrait vraiment des joueurs avec une vraie expérience de Ligue des Champions, qui ont gagné la Ligue des Champions, qui arrivent à améliorer cette équipe. C'est pas si simple, mais des joueurs, comme, je ne sais pas, des Thomas Müller, des Bayern ou des Fabregas, c'est pas si simple à arriver. Quand même, c'est important que deux joueurs, comme Thiago Silva et Thiago Motta, lancent un message sur la concurrence, parce que ça, première chose, réveille quelqu'un de ses coéquipiers qui n'est pas capable de garantir cette concurrence dans certains rôles. Comme a dit Laurent Blanc, il y a la concurrence qui pousse vers l'eau et de l'autre qui pousse vers le bas. Quelqu'un se fait pousser par le bas, par la concurrence, et on ne sort plus de ça. Mais quand même, je ne pense pas que les deux parlaient vraiment du milieu comme priorité. Effectivement, on peut penser à Daniel Alves comme latéral droit. Oui, on peut penser à ça, mais c'est un joueur, Daniel, aujourd'hui, peut-être c'est encore un des meilleurs au monde. Il va faire une Coupe du Monde qui va l'épuiser. Et pour le prendre au Barça, il faut investir beaucoup d'argent. Et quand même, c'est un joueur qui est déjà, je ne suis pas sûr, mais c'est 30 ans. C'est pas l'investissement sur moi que Paris peut faire vraiment. Je pense que Paris va aller sur des joueurs plus jeunes pour vraiment avoir un projet dans l'avenir. Après, il faut voir. Aujourd'hui, parler de recrutement, de mercato, c'est compliqué parce que il n'arrive pas à cette sanction de facteur financier.
il faut vraiment attendre. On peut avoir des contrats, il y a plein de contrats aujourd'hui dans chaque club pour le mercato, mais Paris, plus que poser des bases, ne peut rien faire aujourd'hui parce que imaginez prendre un contact avec Pogba et puis lui dire tu peux pas jouer la Ligue des Champions parce qu'il y a une sanction de l'UEFA, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, cette histoire de fair play financier. On a vu que Michel Platini avait émis énormément de doutes aujourd'hui et c'est ce que vous nous aviez dit par rapport au visage de l'Italie. J'ai pas compris la question. C'est ce que vous nous aviez dit au niveau de l'Italie, que vous aviez aussi des doutes sur ce contrat QTA qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais oui, mais en Italie, on attend seulement de voir ce qui se passe parce que Paris a toujours été considéré comme les grands ogres pleins d'argent qui viennent piquer les joueurs de notre championnat et on ne comprenait pas pourquoi s'il y avait un règlement financier de l'UEFA, Paris semblait n'être pas touché par ça. Après, Paris a réussi à rattraper les clients avec ce contrat de catastrophe d'investissement. Mais quand même, il faut voir si l'UEFA va accepter. Et en Italie, on a beaucoup de doutes sur cette organisation financière des contrats de Paris Saint-Germain. Mais je pense que c'est aussi parce qu'un jour, c'était l'Italie, il y a quelques années, encore l'Italie, c'était le pays plus riche du foot. Même si ce n'était pas le plus important, c'était encore le plus riche. Maintenant, risque de devenir les 5e championnats européens. D'accord. La presse italienne a évoqué aujourd'hui un malaise entre Ezequiel Davizi et Laurent Blanc. Et on évoque même son départ à Chelsea ou encore à Galatasaray. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui? Alors, le départ de Chelsea, de la VC à Chelsea, je pense que j'ai écrit pour la première fois un janvier qu'il y avait cette idée du côté de Chelsea de prendre la VC. Et je continue à dire que c'est un joueur qui intéresse le Chelsea, qui apprécie énormément pour Mourinho, et c'est un joueur qui peut partir. Si il y a un joueur qui peut partir entre les attaquants, c'est plutôt que Cavani. Quand même, je répète que aujourd'hui, rien est envisageable pour ce qui concerne le mercato du Paris Saint-Germain. Parce que si tu ne peux pas recruter des joueurs pour la Ligue des Champions, Paris ne va pas changer d'effectif. Et il y aura cette prolongation de contrat, comme on dit, pour Alex Camara qui doit arriver. Et même des joueurs comme Pastore qui pouvaient sembler prêts à partir, peut-être va rester. Je me doute aussi de l'avenir de Rabiot, qui avait cette envie de partir, qui était un joueur qui pouvait vraiment quitter Paris parce qu'il n'a pas accepté la revalorisation salariale et les nouveaux contrats, mais avec ces problèmes, cette hypothèse de sanctions de l'UEFA, aujourd'hui, parler du mercato parisien, c'est compliqué. Il faut attendre quand même 10 jours et après, si Paris pas encore au taf, les sanctions peuvent être officielles qu'à la fin de juillet ou début d'août. C'est vraiment la bête noire du Paris Saint-Germain, cette sanction qui va tomber. Effectivement, donc on ne peut pas trop se prononcer sur le mercato, que ce soit départ ou arrivée, on peut repartir avec la même équipe en fait. Mais non, parce qu'il y a plein d'agents qui partent avec le temps, qui proposent des joueurs. Je sais qu'il y a plein, vraiment, il y a des joueurs qui avaient envie de venir à Paris pour des gros contrats pour la Ligue des Champions. Et maintenant, on les a, on peut dire, freinés un peu. Mais il y a plein de joueurs qui sont regardés, qui ont des idées, qui sont suivis, mais personne ne peut faire des offres ou accepter des offres aujourd'hui.
Effectivement, on ne pouvait pas avoir un avis sur l'offre de Manchester United qui préparait 72 millions d'euros pour Edison Cavani. Mais sur ça, la chose que je peux dire, c'est que jusque la semaine dernière, je pouvais confirmer que Paris n'a aucun intérêt à vendre Cavani. Même si les joueurs, même si dans la tête des joueurs, un départ, c'est possible. C'est-à-dire il dit qu'il va bien à Paris, que tout va bien, il est tranquille, il marque de but. C'est normal qu'il dise ça. Mais c'est sûr que c'est pas le paradis qu'il pensait de trouver, Paris. C'est pas une question d'argent aujourd'hui quand même, parce que Paris n'a pas de problème d'argent. Si le contrat n'est pas valable pour 200 millions, mais c'est comme valable pour 130, Paris va trouver les moyens de retrouver des autres contrats. Il y a des puissances financières, c'est-à-dire qu'il y a pas financière, il y a une puissance marketing, il a la pile, les sponsors vont arriver. Et Paris va réussir à gérer cette trou, cette manque d'argent pour le budget. Alors, Paris n'a pas besoin de vendre. Et comme il n'a pas besoin de vendre, il ne va pas vendre Cavani. La seule raison pour vendre Cavani, c'est vraiment que Cavani oblige les dirigeants à le vendre. Et je pense que c'est pas tout à fait ce que ça va se passer. D'accord. On connaît votre chouchou, c'est Marco Verratti. Chaque fois vous titillez Laurent Blanc sur lui. On a été dit la dernière fois quand vous avez vu qu'on espérait un but de Marco Verratti. Il n'est toujours pas arrivé. On a trouvé que contre Chelsea, il avait baissé son niveau. Certaines personnes laissent ça sur sa paternité. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette fin de saison du joueur? Je pense que la fin de saison, c'est très important pour lui. Il est toujours en balance entre la possibilité d'aller à l'autre du monde ou de les regarder à la télé. Et pour lui, cette finale de saison, c'est vraiment très important. Selon moi, hier, il a été plutôt positif. Il a cherché de faire des choses sans avoir trop d'aide de ses coéquipiers, mais je ne dis pas que ses coéquipiers, excusez-moi, oui, je fais mal. C'est-à-dire qu'il faut un diablon entre les trois. Et il n'y avait pas ça. Et alors, les milieux, hier, selon moi, il y avait trois joueurs qui cherchaient de jouer à leur façon, mais pas ensemble. Marco, quand même, a montré qu'il a un niveau supérieur aux autres. Il a cherché de faire beaucoup de choses. Là, c'était seulement le meilleur des trois milieux. Et après cette tournoi de Chelsea, je pense qu'il va revenir, il va finir très bien la saison. Après, il continuera à prendre des cartons, il continuera à faire des bêtises, il continuera à se faire engueuler par Laurent Blanc quand il fait des erreurs, ou par Thiago Silva, ou par tout le monde. Mais quand même, il a tellement envie de finir bien la saison que ça va être les prochaines 3-4 matchs, ça va être vraiment très important pour lui. Effectivement, on parle aussi d'une polémique sur Thiago Silva qui penserait déjà à la Coupe du Monde. Or, hier, on a vu un capitaine qui boostait son équipe, qui essayait d'apporter le plus. Quel est votre avis, vous, sur Thiago Silva? Mais moi, je suis vraiment de le même avis de Laurent Blanc, c'est-à-dire, c'est pas la presse qui dit que Thiago Silva a la tête à la Coupe du Monde, c'est aussi l'entraîneur qui dit on pourrait comprendre. On peut comprendre qu'il a peur de faire mal, on peut comprendre que pour lui c'est l'occasion de la vie. Hier, Thiago Silva a confirmé qu'il veut bien finir la saison avec Paris avant de penser à la Coupe du Monde. Mais si vraiment, hier, oui, il avait plus d'envie. Il cherchait de gagner, il a joué comme attaquant à la côté de Cavani dans les dernières minutes quand
il y avait les ballons jetés dans la surface, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait un bon match. Pour moi, il n'a pas fait un bon match l'année dernière. Il est moins précis, il est plus en retard. Selon moi, il manque plus de secondes. Quand je dis il manque plus de secondes, je dis dans l'anticipation, dans la façon de voir les jeu et de faire des longues passes pour être coéquipier. Il a une dynamique, on peut dire, il lui manque un peu de vitesse. Et la vitesse, selon moi, c'est une question mentale de son jeu. C'est-à-dire qu'il a réfléchi avant de jouer et il a réfléchi à mieux se gérer. Parce que ça serait vraiment un dommage fort pour lui, mais pour le foot entier, si Thiago Silva se blesse à la fin d'une saison où il a déjà gagné le titre et je reste plus rien presque à jouer parce que je dis Paris va gagner le titre même avec l'équipe CFA d'ici à la fin de la saison. Et alors je peux comprendre tout ce que se passe dans la tête de Thiago Silva. Il dira non, il dira que c'est pas vrai, mais c'est normal, il va te dire, il va mentir à tout le monde quand il parle à tout le monde que c'est pas vrai. Mais tu connais Thiago Silva vraiment depuis l'année dernière, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis l'année dernière, on voit que c'est un joueur qui joue moins bien. Alors, la seule explication logique, c'est qu'il a des autres priorités. Aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas une accusation, c'est tout à fait normal, c'est logique. Et même Thiago Silva, qui joue 50% de ses possibilités, c'est quand même le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain, le meilleur défenseur de la Ligue 1 et un des meilleurs d'Europe. Thiago Motta a joué beaucoup de matchs cette saison, il ne s'est pas blessé. Est-ce que c'est une crainte pour l'Italie? Non, parce que... Merci quand même. Merci pour me faire peur comme ça. Non. Sérieusement, c'est pas une crainte pour l'Italie parce que... Bien, c'est très simple de connais plutôt bien que c'est un joueur qui il est très professionnel. Il est vraiment un des premiers qui arrive au centre d'entraînement. Il fait beaucoup de soins de son corps avant l'entraînement. Il fait des massages, il se gère bien. C'est-à-dire, c'est un vrai professionnel. Et l'année dernière, la seule raison pour avoir eu autant de blessures, c'était le besoin de les faire jouer. C'était la volonté de Carlo Ancelotti de l'avoir toujours à disposition quand c'était possible. Et il n'a jamais réussi à revenir vraiment de sa blessure en finale de l'Euro 2012. Ça, c'est le vrai problème de la saison dernière de Thiago Motta. Parce qu'il a eu des blessures graves dans sa carrière au genou. Il a eu des blessures aussi musculaires quand il était à l'Inter. Mais il n'a jamais eu une saison cauchemar comme celle de l'année dernière. Et la saison cauchemar, il a des raisons, il a des motivations. Et ce sont vraiment la blessure de l'Euro, la blessure au mollet qui s'est passée à septembre, et après, il manque de récupération et un besoin de l'avoir toujours sur le terrain. Alors, cette saison, c'est jamais passé ça. Et je ne vois pas parce que ça doit passer encore. Parce que je pense que quand le titre va être gagné, peut-être déjà dimanche après-midi, deux joueurs comme Thiago Motta, Thiago Silva, et pourquoi pas Cavani, on les fera plus sur la terrain, c'est sûr. D'accord. On ne peut pas trop parler du mercato, mais est-ce que vous pensez vraiment que Javier Pastore a encore un avenir à Paris? Si le mercato c'est complètement ouvert, c'est-à-dire que Paris n'a pas de sanctions, si on peut acheter tout ce qu'on veut, je pense que Pastore peut vraiment partir. Il va être peut-être placé en Italie, peut-être chercher de trouver une bonne combinaison, je peux dire, entre son valeur actuelle
c'est sur la vingtaine de millions, ne peut pas être plus. Et quelques jours peut-être que Paris veut chercher ailleurs. Mais à niveau personnel, je pense que même s'il a envie de rester à Paris parce qu'il aime la ville, c'est trop bien ici, et pour lui, ce serait un défaite de partir. Je pense que le club, s'il peut vendre Pastore, s'il a une bonne offre, il va chercher de trouver un nouvel club pour Pastore. Après, comme j'ai dit, s'il y a des sanctions, si quelque chose change par le fair play, tous ces discours vont à rebours et on ne peut pas dire ça. Très bien. En dehors du mercato, on sait que le Paris Saint-Germain, l'une des exigences de Laurent Blanc, ce serait d'avoir un directeur sportif. On parle de Luis Campos à Monaco, ou est-ce qu'on peut encore espérer Maldini ou pas? Moi, je pense pas. Moi, je pense que le projet Maldini pourrait être intéressant, comme il y avait un côté, je pense, plus italien. Je pense que Maldini, il n'a jamais travaillé à ce niveau. Et travailler dans un club où il y avait encore où il pouvait quand même commencer à un certain niveau, parce que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, c'est un niveau exceptionnel. Mais avoir à côté de lui, ou un Ancelotti, ou je ne dis pas un Leonardo pour se donner, qu'on peut dire, un échange, avant, c'était plus simple. Maintenant, je ne crois pas qu'il va commencer une aventure, un travail qu'il n'a pas fait, il n'a jamais fait à un tel niveau au Paris Saint-Germain. Sur le discours du directeur sportif, c'est très compliqué parce que Nasser a une énorme confiance dans le travail de Figueretin. Il y a les problèmes de Laurent Blanc qui voudraient avoir un peu plus de gestion du mercato. Mais quand même, sur le mercato, Laurent Blanc n'a pas encore été écouté beaucoup. Le discours Cabal, enfin, on peut dire, je ne sais pas ce qui va se passer cet été, mais Cabal, c'est un remplaçant du Paris Saint-Germain. C'est la quatrième choix du milieu. Et je ne crois pas qu'elle va devenir titulaire la prochaine saison si reste les trois joueurs. Si reste Martini, si reste Verratti, si reste Diallo, je ne vois pas qu'il va être titulaire. C'est un besoin du club, oui, peut-être, mais les seuls besoins du mercato de Laurent Blanc a coûté environ 38 millions d'euros pour un remplaçant. C'est pas vraiment le meilleur directeur sportif du monde, hein, ça, à mon avis, Laurent Blanc, qui est un très bon entraîneur. Mais à niveau directeur sportif, c'est pas top. Et lui voudrait avoir une majeure gestion du mercato. Alors, vous voyez que c'est compliqué pour Nasser de gérer toutes les choses. Effectivement. Quel est votre pronostic sur Laurent Blanc? Est-ce que vous pensez qu'il va prolonger? Est-ce que vous pensez qu'il va partir? Ou est-ce que vous avez d'autres opinions? Non, je pense qu'il va prolonger et c'est logique. C'est sûr que le fait qu'il y ait d'autres clubs peuvent penser à lui, comme Manchester United, mais je pense que ça peut être flatteur, mais je ne pense même pas qu'il y a vraiment un intérêt total de Manchester United, plutôt c'est un discours de bookmakers, de possibilités, d'éventualités pour Laurent Blanc. Je pense que c'est un très bon choix de Paris de maintenir son entraîneur, de rester avec lui, parce qu'il a apporté des choses très positives dans les jeux. Il a apporté 2 trophées. Et surtout, c'est toujours mieux pour un club qui veut gagner d'avoir
fonction du fair play financier. Et Paris ne pourra pas faire un énorme mercato. C'est encore mieux de maintenir l'entraîneur qui connaît déjà l'effectif. D'accord. Pour le dernier mot, je voudrais avoir votre sentiment sur la Coupe du Monde et votre sentiment sur l'Italie. Moi, la chef, la chef qui me donne plus de confiance pour l'Italie, c'est voir que tout le monde respecte l'Italie et que tout le monde a peur de l'Italie. Je croisais un journaliste anglais il y a quelques semaines. On était à la Fédération française pour faire une entrevue à Laurent Blanc, désolé, à Didier Deschamps. Et le journaliste anglais disait oui, mais vous êtes l'Italie, vous êtes Pirlo, vous êtes Balotelli, vous êtes Buffon, on est l'Angleterre, on est à la Coupe du Monde, on ne fait toujours rien, vous êtes toujours fort. Alors c'est sûr que pour nous, c'est déjà bien de ne pas perdre contre vous, d'arriver deuxième dans un groupe où vous allez gagner. Et j'étais plutôt étonné parce qu'en Italie, on pense que l'Italie peut faire de bonnes choses, mais on ne voit pas vraiment l'Italie hyper favori de ces groupes compliqués ou faire un super Coupe du Monde. C'est sûr que le rêve, c'est d'arriver quand même en demi-finale, mais déjà sortir du groupe, ce serait un très bon résultat. Et au contraire, on voit qu'à l'étranger, on a plus des craintes de respect pour l'Italie. Et alors, ça donne confiance. Moi, je pense que l'Italie a beaucoup de points d'interrogation, trop de points d'interrogation encore à la 50 jours de la Coupe du Monde. On ne sait même pas qui vont être certains joueurs qui sont amenés. On n'a presque pas de certitude sur les attaquants. On sait qu'il va Balotelli sera là. On ne sait pas s'il y aura Giuseppe Rossi qui revient de la blessure, s'il y aura d'autres seront immobiles. Tchatch va être là, mais Tchatch c'est pas un titulaire. On se demande si sera Gilardino l'attaquant. On a plein de questions et les cas de Verratti dans ou dehors du groupe, c'est seulement des points d'interrogation. C'est paradoxal parce que Framel a dit qu'il a déjà 18 joueurs dans sa tête, mais quand même, ce qui manque sont 5 très importants. Parce que aujourd'hui, la certitude, c'est que l'Italie va jouer en 4-3-1-2 avec peut-être Balotelli et Cassano en point, avec Montolivo en numéro 10, Thiago Motta, De Rossi, Pirlo au milieu. Et la défense, c'est plutôt logique, c'est Chiellini, Berardi, Bonucci, et on a un point d'interrogation à droite, on peut être Vichy, probable, ou Maggio. Voilà. Et Buffon dans les buts, c'est-à-dire, c'est pas un super équipe. On pense plutôt avoir si qui va faire bien, il y aura quelques surprises. Quelques surprises, je veux dire, un Giuseppe Rossi qui a une blessure, elle va faire un grand Coupe du Monde. Ça, c'est mon espoir. D'accord. Ben, vous souhaitez une bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous. Il reste 4 matchs pour que Verratti marque. Oui, c'est compliqué. Je pense qu'ils vont lui laisser un penalty parfois, mais quand j'ai vu hier qu'il a récupéré le ballon à une limite de la surface, il a passé le ballon à la belle fille, j'ai dit non, ok. Ça va être même pas aujourd'hui parce qu'une occasion plus simple que ça, il n'aura jamais. Après, la bête, il s'était mieux placé, mais si le cadre pas quand il a le but ouvert et les gardiens en face de lui, je ne sais pas quand il va cadrer. Je pense pas. Je pense que je vais perdre mon pari et il ne va pas marquer un but cette saison. J'ai commencé à être vraiment douteux. Peut-être en Coupe du Monde. Mais bon. Oui, il gardera le but pour la Coupe du Monde pour la finale. Contre la France. Ça serait génial quand même. Et puis, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous.